cette semaine à Info-Témis. Nouvelle catégorie pour le prix littéraire de l'Abitibi-Témiscamingue. Programme de la semaine de relâche à Ville-Marie. Entrevue avec la députée provinciale. Rencontre avec l'entraîneur des Pirates de Ville-Marie. Et zoom sur le Calac du Témiscamingue. Votre bulletin à Info-Témis commence ici et maintenant. Bonjour et bienvenue à Info-Témis. Pour commencer, l'édition 2022 du prix littéraire de l'Abitibi-Témiscamingue est lancée. La catégorie est libre, mais une contrainte est rajoutée. Explication avec la directrice du comité organisateur, Carole Anne Bilodeau. Bonjour Carole. Bonjour Charlotte, ça va bien? Ça va, merci. Merci d'être avec nous pour nous parler du prix littéraire. Est-ce que tu peux m'expliquer, donc tout d'abord me donner les faits de l'événement? Ça dure depuis combien de temps? Ça fait plusieurs années, je vous dirais que ça fait à peu près 39 ans. Je dis à peu près parce qu'il y a toujours, quand les concours sont tellement longtemps dans le temps, la durée, des fois on oublie des choses qui sont passées au début, mais on a dit qu'on fêterait notre 40e année d'existence l'an prochain. Alors on va dire 39, on va s'en là-dessus. C'est vraiment des gens qui ont décidé de faire un concours littéraire, qui avaient un peu... C'est des gens qui étaient intéressés. En fait, il y avait des membres de l'UQAT, il y avait des gens du côté littéraire qui sont associés pour faire un prix, de sorte que les gens de l'Abitibi-Témiscamingue puissent écrire et se lancer un peu un projet, un défi pour faire un concours qui est typiquement régional. Et donc, cette année, c'est l'édition 2022. Vous avez beaucoup de nouveautés apparemment. Est-ce que tu peux m'en parler? Bien sûr, avec plaisir. Comme on sait que ça dure depuis longtemps, on avait l'idée de changer le logo. Alors, on a mis un nouveau logo, on a travaillé. On a fait aussi une nouvelle page web qui est tout près, en fait, avec le Salon du Livre. Alors, quand vous allez voir le Salon du Livre, vous allez voir un onglet qui pourra aller sur la page du prix littéraire. Vous allez pouvoir aussi avoir les règlements, soumettre les textes directement là. Alors, ça, c'est une nouveauté. Avant, on avait le courrier. Maintenant, par ordinateur, ça va être plus facile aussi. On a aussi changé un peu la forme du concours. Par les années précédentes, on me demandait soit une nouvelle, soit un texte narratif, soit la poésie, tout ça. Et dans nos règlements, il y avait la personne qui avait gagné. Elle ne pouvait pas reparticiper parce qu'elle avait déjà gagné, exemple, en nouvelle. Elle ne pouvait pas refaire une nouvelle littéraire parce qu'elle aurait pu gagner une deuxième fois, etc. Donc, on enlevait ces gens-là, en fait. Mais il restait quand même des gens intéressés à réécrire et à participer à ce concours-là. Comme c'est le concours qui est régional, on doit avoir principalement un événement qui se passe en Abitibi-Témiscamingue. On doit résider en Abitibi-Témiscamingue. On a raccourci le texte aussi à peu près 2500 mots. Et pour s'amuser un peu, on a décidé d'enlever les genres d'écriture et seulement garder une phrase dans laquelle on doit la retrouver textuellement dans le texte. On peut faire un côté soit narratif, soit poétique, ou ce qu'on veut, en fait, en autant que ça reste dans le 2500 mots, en autant que ça se passe en Abitibi, nous, on était ouverts à ça. Donc, ça permettait aux gens qui avaient déjà gagné par les années précédentes de reparticiper au concours avec une contrainte qui était la phrase qu'ils devaient mettre dans leur texte. Alors ça, c'est beaucoup de nouveautés parce que c'est une grande première. On sent que les gens sont intéressés parce que les gens ont le goût de participer. En rapetissant pas en rapetissant, mais en écourtant en fait le nombre de mots, ça donnait la possibilité à bien des gens de participer parce qu'il y a des gens, quand c'est trop long, ils ont peur, je ne suis pas capable, je n'y arriverai pas, ça ne sera pas intéressant. Mais ça, c'est quand même une longueur de texte qu'on peut être habitué d'avoir fait. Si on l'a fait au secondaire, au cégep un peu, on peut avoir eu cette même écriture-là. Alors, on voulait vraiment que ça soit accessible pour le plus grand nombre de personnes. Alors, c'est toute notre nouveauté cette année, fait qu'on a bien hâte de lire les textes. Et donc, quelle est cette phrase qui doit être inclue dans le texte? En fait, le comité, on est tous des gens qui aiment écrire et lire. On a décidé d'écrire des phrases, de les mettre sur... on s'est fait un espèce de schéma. On a écrit les phrases, on les a partagées. Et puis, on a voté tout simplement en sachant pas trop qui a écrit la phrase, qui a fait ça. On a fait quelques tours, puis finalement, on a réussi, on a
tous les gens ont convergé vers cette phrase-là. Alors, c'est pour ça. Donc, ça a été très, très démocratique. Ça a été libre cours à l'imagination. Alors, je vous lis la phrase. C'est « En dehors de ma vie, peu de choses avaient de l'intérêt. » En dehors de ma vie, peu de choses avaient de l'intérêt. C'est une belle phrase. Alors, on vous laisse aller avec ça. Vous pouvez... Oh, puis on voulait aussi une phrase qui pouvait se placer avec beaucoup de choses, dans le fond. Ça peut être un peu l'amour, ça peut être une mésaventure, ça peut être quelque chose de très, très poétique aussi. C'est pour ça qu'on a essayé de trouver une phrase où est-ce que ça laissait l'imaginaire se déployer. Donc, au niveau du genre, on peut participer tant qu'on inclut cette phrase, mais l'histoire doit quand même se dérouler en Abitibi-Témiscamingue. On doit retrouver des éléments qui, exactement, font partie de l'Abitibi-Témiscamingue. C'est aussi une particularité, une contrainte, mais celle-là, on l'a gardée parce qu'on trouvait ça intéressant. Parce que comme la personne qui va participer au concours doit résider en Abitibi, on voulait aussi garder cette couleur-là. Doit résider, là, pas je viens de l'Abitibi puis je suis partie depuis 30 ans en Gaspésie. Là. Je dois résider en Abitibi. Donc, grâce à votre nouvelle plateforme en ligne, on peut soumettre en ligne cette année. Mais quelle est la date limite? Le 11 avril. Ça a été lancé la semaine dernière. Donc, le 11 avril jusqu'au 11 avril. Ensuite, nous, c'est pas nous qui choisissons les gagnants, évidemment. On a un membre du jury qui choisissent et c'est vraiment fait. Les textes ont des numéros. On donne les textes aux membres du jury. Ils font une compilation. Ils choisissent ceux qu'ils veulent, ceux qu'ils trouvent les plus pertinents. Et on a 2 prix, en fait. On a le prix des libraires, qui est le prix gagnant de 1 500 $. Et on a aussi une mention Télé-Québec, qui, eux, sont là depuis le tout début. Puis, c'est pour souligner aussi la beauté d'un texte qui est différent du gagnant, évidemment, mais ça s'appelle la mention Télé-Québec, avec une bourse de 500 $ aussi. Et donc, les vainqueurs seront annoncés à quel événement? Ah, au Salon du Livre. Au Salon du Livre. Oui, au Salon du Livre. Oui, oui, on est attachés à eux depuis longtemps pour notre grand plaisir. Alors, on espère pouvoir se rendre à Ville-Marie cette année pour remettre le prix en personne devant les participants et les membres du jury et tous les gens qui sont au Salon du Livre. C'est super, on vous le souhaite. Est-ce que vous avez déjà reçu des textes? Ça vient de s'ouvrir, mais... Pas encore, non. Ben, moi, je crois que la semaine de relâche, là, il y a des gens qui vont avoir une espèce d'espace dans leur temps pour écrire, mais souvent, on les reçoit, je vous dirais, début avril. On va avoir des textes, les gens relisent, repensent, et c'est ça. Comme c'est une nouvelle phrase, ça nous met aussi un nouveau défi. Donc, les gens qui ont l'habitude d'avoir un genre en particulier devront décider de quelle façon ils vont aborder ce sujet-là. Alors, moi, je pense que début avril, on devrait avoir des textes pour notre grand plaisir. Et du coup, qui finance les prix qui seront décernés aux 2 gagnants? En fait, nous, je nous trouve assez privilégiés parce qu'on a le soutien aussi de la région pour ça. On a premièrement les députés provinciaux, régionaux qui nous aident à donner les bourses, qui nous soutiennent puis qui nous encouragent à tenir ce concours-là d'année après année. Ensuite, on a aussi, bien sûr, les libraires de la région. On a plusieurs librairies de la région qui nous donnent aussi de l'argent pour... ça s'appelle le prix du libraire. Donc, c'est eux qui font la bourse aussi. Et on a Télé-Québec qui est là depuis le tout début, qui nous font donner une mention, Télé-Québec aussi. Alors, on est choyés. C'est des prix uniquement qui viennent de la région. Les gens de la région se concertent puis ils se disent oui, il faut continuer. Puis on a toujours un accueil très chaleureux. Quand on demande est-ce que, encore une fois, cette année, vous nous soutenez, c'est toujours oui, bien sûr, avec plaisir. Et la réponse est immédiate. Alors, on est bien choyés. Merci beaucoup, Carole. Ça me fait plaisir. Geneviève Boucher nous présente les activités disponibles à Ville-Marie pour la semaine de relâche. Comme chaque année, là, la Ville essaie de faire un horaire des activités, proposer certaines activités aux familles pendant la semaine de relâche. Donc, cette année, écoute, on n'est pas sorti du cadre de ce qu'on propose habituellement. Là. On s'entend qu'on n'a pas, comme on n'est pas dans une année encore normale. Donc, on a resté un peu plus conservateur. Donc, qu'est-ce qu'on offre d'habitude? Donc, évidemment, là, ça nous permet de ramener du patin et du hockey libre. Donc, il y a un horaire à l'aréna pour ça. Il y a aussi, écoutez, à la bibliothèque, hein, on a extensionné les heures d'ouverture dans l'après-midi pour permettre aux familles
de venir chercher de la lecture, parce qu'on a quand même une bonne banque là, pour la région. On est quand même au-dessus de 20 000 volumes à la bibliothèque physiquement à Ville-Marie. Et on a aussi une grosse banque de jeux de société. Donc, évidemment, on ne peut pas les amener chez soi parce que ça serait un petit peu difficile là, au niveau de la gestion des pièces et tout ça là, pour nos bénévoles. Mais on peut venir à la bibliothèque, s'asseoir, prendre un jeu et s'amuser là, en famille. Et ça peut être fort agréable pour découvrir des nouveaux jeux de société. Donc aussi, l'horaire est disponible là, sur notre réseau social et notre site web. Nous avons aussi, évidemment, on invite les familles à faire le fameux défi Château de neige qu'on a à chaque année. On peut se mériter des prix locaux. Donc, les familles de Ville-Marie, la ville offre des prix. Mais aussi, on peut s'inscrire au niveau régional parce qu'avec Loisirs et Sports Abitibi-Témiscamingue, ils offrent des prix aussi. Donc, un château, une pierre deux coups, on a 2 chances de gagner. C'est agréable. Mais le seul fait de faire un château en famille, c'est ce qui est le prix, je crois. Aussi, il faut peut-être rappeler que pendant la semaine de relâche, la bibliothèque peut prêter des raquettes. Évidemment, il faut s'inscrire, mais comme l'abonnement est gratuit à la bibliothèque de Ville-Marie, pas de problème. Donc, on peut venir emprunter des raquettes. Nous avons 4 paires pour adultes, 4 paires pour enfants. Donc, on peut permettre à certaines petites familles là, de pouvoir faire cette activité-là. Et, évidemment, il y a emprunté des raquettes. Pas loin, il y a les sentiers de la grotte qui sont ouverts pour la population pour aller en raquette, en ski et tout ça. Donc, aller marcher dans les beaux sentiers de la grotte. Évidemment, ils ne sont pas balisés pour le moment. C'est tout un projet qui va se faire ce printemps. Là, et à l'été, là, ça va tout bien être indiqué, des pancartes. Ça va être vraiment balisé, comme on dit. Donc, mais pour le moment, ils sont très, très praticables quand même. Aussi, avec le RIF, dernière minute, on a réussi à créer 2 ateliers d'art pour les enfants de 5 à 12 ans. Donc, avec nos amis du RIFT, on va offrir le 1er mars, donc on peut faire 2 groupes. Fabrication d'une hirondelle, c'est une technique mixte avec l'artiste Ginette Jubinville, en lien avec l'exposition qu'il y a déjà au RIF. C'est toujours en ça qu'on fait. Hein. Ça permet de justement comprendre le travail de l'artiste qui est exposé. Donc, l'artiste, c'est Lisa Kresge. Donc, c'est en lien avec ça. Et le 3 mars, on a, avec le Cercle des fermières de Ville-Marie, initiation au tissage. Donc, ça peut être super intéressant pour les jeunes de voir les techniques là, que nos grands-mères et et tout ça utilisaient et qui est peut-être important de perpétrer dans le patrimoine de notre beau coin de pays. Donc, voilà. Mais il faut s'inscrire, évidemment. C'est une obligation parce que les groupes sont limités. Donc, on appelle au RIFT au 819-622-1362 ou via leur page Facebook. Et comme ça, on va pouvoir s'assurer d'une place pour notre enfant pour qu'il fasse ces 2 merveilleuses activités. On rappelle aussi que, oui, les glissades, l'Intrépide et la familiale sont disponibles, mais malheureusement, là, pour le moment, parce qu'on me dit que ça va être diffusé là, au début de la semaine de relâche, je tiens à aviser la population que présentement, dû l'accumulation de neige dans les rues, et tout ça, je pense qu'on n'est pas la seule municipalité que c'est un problème. Là, fait que j'aime mieux aviser la population que la glissade, l'Intrépide qui se trouve au Parc du Centenaire, pour le moment, est fermée parce que là, nous devons monopoliser toutes nos équipes des travaux publics avec la machinerie pour dégager les rues. C'est une question de sécurité, en quelque part, là, pour tous les gens qui passent à Ville-Marie. Donc, évidemment, nos équipes, dès qu'ils le peuvent, iront réouvrir. Donc, j'invite vraiment la population à aller voir sur notre page Facebook et le site Internet de la Ville au www.villemarie.org pour vraiment voir l'état des installations à ce moment-là, pour pas qu'ils se présentent là, puis que ça serait dommage là, d'aller au Parc du Centenaire et de ne pas pouvoir faire l'activité. Donc, c'est un peu ça. Et évidemment aussi, comme d'habitude, on a des films qui est un peu plus général, famille et tout ça pour la semaine de relâche au RIFT. Donc, je vous invite à aller voir peut-être sur le rift.ca pour toute la programmation. Mais je peux juste vous dire qu'il y aura en début de semaine Chanter 2. L'arracheuse de temps, pour ceux de Fred Pellerin, ceux qui ne l'auraient pas vu, et le chien.
le titre s'appelle comme ça, Chien. Donc, vous pouvez aller voir l'horaire sur lerift.ca. Mais évidemment, là, je vais le montrer à l'écran. Sur notre Facebook de la ville et sur le site Web, on retrouve l'horaire complète en une seule page. OK. Donc, voilà. Mais là, par contre, il y a une petite activité de dernière seconde qui s'est rajoutée, que nous n'avons pas mis à l'horaire officiel, mais c'est en collaboration. La Ville a accepté que la maison de la famille au Vent du Lac, nouvelle maison de la famille depuis 1 an et demi à peu près, sur le territoire, en collaboration avec le CISAT et tout ça, installe une espèce de parcours dans le parc du Centenaire. Donc, pour les familles, ça peut être agréable. C'est pas très long. C'est une petite activité qu'on peut faire quand on veut dans la semaine. Ça sera installé, là. Parce que là, on se parle, on est jeudi en ce moment, mais bon. Vous couperez ça au montage, au pire. C'est ça. Et c'est ça. Donc, il va y avoir les instructions, mais c'est des petites stations qu'on peut faire là, pour bouger en famille. Ils ont appelé ça « Bouge en bulle ». Donc, ça sera installé dans le parc du Centenaire et c'est vraiment une initiative de la Maison du Lac, Maison de la famille au Vent du Lac et du CISAT. Mais la Ville était très heureuse de laisser le parc pour installer tout ça. Donc, c'est une petite activité qui s'est rajoutée en allant glisser, mais que nos fameuses glissades soient réouvertes. On pourrait faire ça en même temps. Voilà. La députée provinciale, Émilie Lessard-Therrien, nous parle des dossiers qu'elle juge fâcheux, soit le manque d'infirmières en région, mais aussi les publicités pro-nickel payées par le gouvernement. Bonjour Émilie Lessard-Therrien, Madame la députée provinciale, est-ce que ça va? Oui, ça va bien, merci. Toi-même? Ça va bien, merci. Merci d'avoir accepté cet entretien. Je t'ai invitée parce qu'on te voit très active sur les réseaux, tu te bats pleinement pour certains dossiers en ce moment. Et je voulais en parler avec toi, notamment on va commencer à discuter de la pénurie d'infirmières dans notre région. Mercredi, donc, tu dénonçais l'inaction du gouvernement face à la pénurie d'infirmières en Abitibi-Témiscamingue au Salon Bleu à la période des questions. Quels étaient tes arguments? Bien, en fait, c'est de dire que depuis que le ministre est en poste, l'écart ne fait que se creuser en termes de ressources infirmières en Abitibi-Témiscamingue. À l'automne 2020, déjà, on parlait, là, pour l'année 2021, on parlait d'un manque d'infirmières d'environ 250. Et là, les derniers chiffres que nous avons, c'est qu'on est plutôt autour de 320. Donc 320 infirmières manquantes dans le réseau de la santé en Abitibi-Témiscamingue. Et tous les programmes qui ont été mis en place par le ministre de la Santé l'automne dernier, que ce soit les primes, les forfaits d'installation, etc., qui sont temporaires parce que reliés à la pandémie, eh bien, nous ont seulement permis d'aller recruter 6 infirmières. Seulement 6 infirmières pour le réseau de l'Abitibi-Témiscamingue, alors qu'il nous en manque 320, c'est trop peu. La stratégie actuelle du gouvernement, elle ne fonctionne pas. Donc, moi, je voulais savoir, c'était quoi le plan de match pour l'Abitibi-Témiscamingue parce qu'on continue de voir nos soins se centraliser davantage, être réorganisés. Et pour moi, ça, ce n'est pas acceptable. Et donc, quelle a été la réponse du ministre de la Santé? Est-ce qu'elle a été satisfaisante selon toi? Non, la réponse du ministre n'a pas été satisfaisante. Hier, au moment où j'ai posé ma question, où effectivement, il m'a reparlé, il m'a refait la liste des différents programmes, des différentes primes qu'il a instaurées. Et aujourd'hui, j'ai eu la chance d'avoir encore un débat avec lui de 12 minutes au Salon Bleu où on est revenu sur nos échanges d'hier et il m'a répété les mêmes choses qu'hier, c'est-à-dire les différents programmes de primes qu'ils ont mis en place, m'a reparlé de la bonne nouvelle que Centre allait rouvrir, qui est en effet une bonne nouvelle, mais la réouverture de Centre, elle n'est pas grâce aux primes du gouvernement, elle est surtout grâce à la mobilisation citoyenne extrêmement importante qu'il y a eu à Centre. Donc, on est devant encore une situation qui est problématique pour l'Abitibi-Témiscamingue, une situation qui est dramatique et on attend toujours un plan ciblé pour notre région pour nous permettre de réembaucher notre personnel et retrouver des services et des soins de santé dignes de ce nom en Abitibi-Témiscamingue. Et donc, dans ce contexte, le manque de logement est vraiment préoccupant. Tu demandais d'ailleurs un plan similaire à celui annoncé pour loger les travailleurs du nord du Québec. Peux-tu nous décrire, comme tu le peux, le plan respect de ton collègue Rosemont, qui propose des solutions pour régler la crise de rétention du personnel hospitalier?
Oui, bien sûr. Dans le fond, on a sorti l'automne dernier le plan respect, donc les différentes mesures que le gouvernement du Québec devrait mettre en place pour redonner confiance dans notre réseau de la santé, redonner confiance aux professionnels en soins qui travaillent dans le réseau. Donc ça passe par la fin du temps supplémentaire obligatoire, ça passe par revoir les ratios, en fait, d'instaurer un ratio personnel usager ou personnel patient dans le réseau pour éviter de la surcharge de travail. Ça passe par des forfaits d'installation dans les régions les plus critiques. Ça passe par la reconnaissance d'un statut particulier, notamment en Abitibi-Témiscamingue, pour qu'on puisse avoir des conditions de travail qui seraient différenciées par rapport au reste du Québec, parce que pour nous, là, convaincre une infirmière de traverser le parc de la Vérandrie pour venir s'installer en Abitibi-Témiscamingue, c'est comme un facteur supplémentaire qu'une infirmière qui fait juste changer d'établissement à Montréal. Nous, il faut les convaincre de venir déménager chez nous. Donc, c'est quoi nos incitatifs qu'on a pour convaincre ces gens-là de franchir ce pas-là? On parle de rémunérer les stagiaires, d'avoir aussi une bonification pour les gens qui viendraient faire leur stage en région. Donc, ça, c'est un ensemble de mesures. Puis, bien sûr, d'avoir une attention particulière, effectivement, au logement, effectivement, aux places en service de garde, parce que pas de place en garderie, ben, nos professionnels en soins ne peuvent pas retourner sur le marché du travail. Et si on n'a pas de place pour loger nos professionnels, ben, on n'est pas plus avancé. Et le taux d'inoccupation à Rouyn-Noranda, en ce moment, il est catastrophique. Il est à 0,3 %. À Amos, on est à 1,1 %. À Val-d'Or, on est à 2,2 %. Puis il faut qu'on ait un taux d'inoccupation à 3 % pour qu'il y ait suffisamment d'offres pour parler un peu d'équilibre en termes d'offres et de demandes. Et à Rouyn, on est en dessous de 1 %. Donc ça, c'est un enjeu en région, en Abitibi-Témiscamingue. La crise du logement nous frappe aussi. Et tant qu'on n'aura pas réglé ce problème-là, on ne pourra pas accueillir non plus de nouvelles soignantes. En effet, c'est très inquiétant. La semaine dernière, tu dénonçais aussi le projet pilote de téléconsultation via les iPads en CHSLD. Le ministre des Aînés précisait que les tablettes électroniques ne seraient utilisées que dans les régions éloignées. Est-ce que tu peux commenter là-dessus? Oui, bien sûr. Moi, je trouve que ça, c'est d'ajouter l'insulte à l'injure quand on dit, de un, c'est complètement inacceptable de penser qu'on va soigner des patients ou des usagers CHSLD, que nos aînés vont parler à des infirmières à travers des iPads. Ceci est totalement inacceptable. Mais en plus, quand on nous dit « Ouais, mais vous savez, hein, c'est pas pour l'ensemble du Québec, faites-vous-en pas, c'est juste pour les régions éloignées puis pour les petits CHSLD de 50 usagers et moins », bien là, moi, je trouve que ça, c'est encore plus scandaleux. Est-ce qu'il y a deux classes de citoyens au Québec? Ceux qui vivent dans les régions éloignées et ceux qui habitent dans les grands centres qui, eux, vont avoir accès à des soins de santé beaucoup plus humains avec des vraies personnes, puis que nous, en région, bien, on va avoir, parce qu'on a des enjeux au niveau de la main-d'œuvre, on va avoir accès à des professionnels à travers les écrans de iPad. Moi, je trouve ça totalement inacceptable et il faut qu'il règle la crise du logement, puis pas de la crise du logement, pardon. Oui, bien sûr, il faut qu'il adresse cette crise-là, mais la crise de main-d'œuvre en Abitibi-Témiscamingue. Et pour moi, les iPads, ça ne fait pas partie de la solution. Et au-delà du manque de contact humain, est-ce que tu trouves que ce projet est problématique à mettre en œuvre physiquement? Ben, c'est problématique. Tu sais, il va y avoir un aîné qui va faire une chute, la préposée au bénéficiaire va arriver avec son iPad, va montrer ça à l'infirmière, va dire, bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je peux la relever? Est-ce qu'il y a un enjeu? Je veux dire, c'est totalement ridicule. Puis là, s'il y a une urgence qui arrive, l'infirmière, elle doit être à 30 minutes de l'hôpital. Je veux dire, s'il y a une tempête de neige, comme on a connu cette semaine en région, là, puis qu'elle ne peut pas se déplacer, qu'est-ce qui va se passer? S'il y a une urgence, vous imaginez la pression que ça met sur les épaules de cette professionnelle-là qui est en attente chez elle et qui se dit, mon Dieu, s'il arrive quelque chose, je ne suis pas sur place pour agir rapidement. C'est vraiment problématique. Puis il faut se rappeler, nos infirmières, là, c'est de la première ligne. Ce sont elles qui interviennent d'abord auprès du patient, qui font les manipulations, qui sont là pour rassurer, qui sont là pour accompagner. C'est pas comme faire rencontrer un spécialiste médical qui est juste installé à Montréal, puis pour éviter un déplacement un aller-retour à Montréal pour une consultation qui prend 15 minutes, bien là, on fait de la télémédecine. C'est pas pareil. Là, pour nos aînés dans les CHSLD, d'avoir ce premier contact-là avec
avec un iPad, avec une infirmière qui est à l'autre bout. Bien sûr, il va y avoir les auxiliaires ou les PAB qui vont être là, mais quand même, l'infirmière, elle a une expertise. Puis là, cette expertise-là, à notre avis, elle ne peut pas passer à travers l'écran d'un iPad dans ce contexte-là. Même pour les infirmières, ce n'est pas acceptable. Donc, nous, c'est sûr qu'on va continuer de faire des pressions pour que le gouvernement n'ait pas de l'avant avec ça. Merci, Émilise. Je voulais maintenant te demander par rapport aux publicités pro-nickel payées par le gouvernement. Donc, une campagne de publicité gouvernementale circule sur les réseaux depuis quelques semaines. Et Québec solidaire dénonce cette pratique ainsi que le laxisme de la CAQ dans le dossier de la qualité de l'air au Québec. Est-ce que tu peux élaborer sur le sujet? Oui, absolument. Donc, ce qu'il faut savoir, là, c'est qu'avant les fêtes, le gouvernement du Québec a déposé un projet de règlement pour rehausser la norme de nickel dans l'air de 5 fois. En ce moment, il est permis aux industries de rejeter jusqu'à 14 nanogrammes par mètre cube de nickel par mètre cube d'air dans l'air. Ça, c'est une norme qui est à l'échelle du Québec. Et là, on veut rehausser cette norme-là de 5 fois, donc permettre des émissions de nickel 5 fois plus élevées. Puis bon, on ajoute aussi une norme journalière à tout ça. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la qualité de l'air au Québec, c'est un réel enjeu de santé publique. Au même titre que le tabagisme, au même type que les problèmes de surpoids, d'obésité, il y a des enjeux au niveau de la santé publique avec ça. La qualité de l'air en fait partie. La qualité de l'air, c'est le 4e tueur au monde. C'est 4000 morts prématurées à chaque année au Québec parce que ça engendre des problèmes respiratoires, ça engendre des problèmes au niveau des artères. Puis la pollution de l'air, c'est relié au feu de forêt, c'est relié au feu de cheminée, c'est relié à l'exhaust d'une voiture, puis c'est relié aussi aux industries qui émettent toutes sortes de choses dans l'air. Et là, pour nous, ça, c'est problématique de dire on veut venir rehausser cette norme-là journalière de 5 fois. Il y a des enjeux, entre autres, dans la région du Port de Québec, ici, Limoilou, je dis ici parce que là, je vous parle en direct de Québec, mais de Limoilou, Basseville. Il y a des enjeux aussi du côté de Rouyn-Noranda où on a la fonderie Hearne qui émet, en 2020, a rejeté dans l'atmosphère 2,5 tonnes de nickel. Alors, nous, ce qu'on dit, c'est attention, pas de recul. Est-ce qu'on a vraiment toutes les informations pour nous assurer que ça, c'est sécuritaire, de rehausser la norme sur le nickel? Est-ce qu'on a les informations sur les effets cumulatifs de l'exposition à des métaux? Parce que le nickel vient rarement seul. Si on regarde ce qui se passe du côté de la fonderie Hearne, il y a aussi des rejets d'arsenic, de cambium, de plomb, de nickel. Quand on est exposé à tout ça, qu'est-ce que ça a sur notre impact? Qu'est-ce que ça a comme impact sur notre santé? On n'a pas de réponse à ces questions-là encore, en tout cas pas de la bouche du ministre de l'Environnement et des Changements climatiques, Benoît Charette. Et là, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'au moment où le ministre annonce qu'il veut rehausser cette norme-là, là, il y a des gens qui, évidemment, ont des préoccupations. Il y a des gens qui écrivent des mémoires, il y a des gens qui se mobilisent, des groupes citoyens, mais des groupes scientifiques aussi, des associations de médecins. Aujourd'hui, il y a les 18 directions régionales des santé publiques ont déposé un mémoire au ministère de l'Environnement en disant qu'il faut maintenir la norme actuelle, qu'il ne faudrait pas aller de l'avant avec le rehaussement. Alors, au même moment où il y a ce débat-là qui s'installe dans l'espace public, bien, le gouvernement finance des publicités qui font la promotion du nickel et d'autres minéraux critiques et stratégiques. Alors, nous, on se pose la question, pourquoi? Pourquoi dépenser des fonds publics dans une industrie qui contribue à détériorer la qualité de l'air au moment où on parle le plus des impacts de la qualité de l'air sur la santé des gens? Pour nous, c'est problématique et c'est pour ça qu'on demande à Benoît Charette, au ministre de l'Environnement, combien d'argent a été investi dans ces publicités-là pour faire la promotion du nickel et en contrepartie, on lui demande définitivement l'abandon de son projet de règlement. Est-ce que vous avez eu un retour déjà de sa part? Ah, bien sûr, on a eu un beau débat de 2 heures la semaine dernière en chambre et ne pouvait pas nous répondre sur la question des publicités parce que ce sont des publicités qui sont payées par le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles. Donc, évidemment, on va poser les questions au bon ministère pour avoir notre réponse. Mais on assiste aujourd'hui même, jeudi, le 24 février, à un revirement un peu de situation parce que la semaine dernière, quand on parlait des enjeux de nickel, le ministre
s'appuyait sur le rapport de la santé publique de la capitale nationale qui nous disait c'est correct, il n'y a pas d'enjeu, il faut écouter la science. La science nous dit qu'il n'y a pas d'enjeu pour la santé des gens avec le rehaussement de la norme. Et le coup de théâtre, ben, cette semaine, les 18 directions régionales de santé publique, finalement, font la publication d'un rapport où il est écrit noir sur blanc qu'il faut maintenir la norme actuelle à 14 nanogrammes par mètre cube d'air. Donc là, le ministre, on est un peu à l'affût là, des réactions. Et ce que le ministre dit, c'est « Ah, ben là, c'est la direction de la santé publique nationale qui dit qu'il n'y a pas d'enjeu. » Et selon l'avis du ministre, la direction publique nationale a préséance sur les 18 directions régionales de santé publique. Et ça, pour nous, c'est aussi problématique. Merci beaucoup, Émilie, pour cette entrevue. Ça me fait grand plaisir. L'entraîneur des Pirates de Ville-Marie nous parle de la reprise des entraînements et des matchs suite à une longue pause imposée par les restrictions sanitaires. Donc après une pause forcée due à la pandémie et aux fêtes de fin d'année, c'est la reprise pour vous. Comment ça se passe? Ça se passe quand même bien. Je te dirais que le dernier mois, on avait commencé l'entraînement, mais à l'extérieur. Donc, on a eu la chance d'avoir la glace de Saint-Eugène-de-Guy qui était disponible pour nous. On a pris d'autres glaces aussi en Abitibi pour faire l'entraînement. C'est sûr que c'est pas pareil comme à l'intérieur, mais on essayait de se réinventer, comme on dit, là. Donc là, depuis 3 semaines, là, on est recommencé là, comme il faut là, avec les matchs et tout ça. Donc au Québec, là, ça a ouvert juste cette semaine, mais à l'Ontario, on avait le droit de compétitionner là-bas. Donc on allait jouer nos matchs là-bas et tout ça quand même, là. Vous avez dû vous adapter en fonction de l'Ontario qui était ouvert et le Québec qui était fermé. Oui, puis au niveau là, financier aussi, ça a des grosses répercussions parce qu'il y a des matchs qui devaient être disputés à Ville-Marie qui ont été joués en Ontario. Donc, c'est sûr qu'il a fallu vraiment se réinventer, de retrouver des endroits. Puis les locations de patinoires, c'était difficile à trouver parce que justement, il y a tellement d'équipes qui veulent jouer. Puis eux, ça venait de recommencer qu'on a eu des heures, des propositions d'heures puis de journées un peu... pas très normal, mais on a trouvé des façons là, de pallier à tout ça. Et est-ce que tu penses que les interruptions forcées ont eu un impact sur tes joueurs? Oui, ça c'est sûr. Au niveau du moral, tout ça, je dirais la crainte de revivre ce qui s'est passé l'année dernière. Tu sais, l'année dernière, là, on s'est entraîné jusqu'à la fin novembre. Puis à la fin novembre, malheureusement, là, il y avait les fermetures des arénas, tout ça. Puis ensuite, la saison s'est tout simplement arrêtée. Donc, c'est sûr que quand il y avait eu justement la fermeture des arénas cette année, mais là, les joueurs avaient peur justement de on revient-tu, on revient pas. Puis la même chose pour le coach aussi. Tu sais, veut pas, tant aussi longtemps qu'on est dans l'inconnu. Puis c'est des impondérables, des choses qu'on contrôle pas. C'est toujours un peu plus stressant, là. Mais tu n'as pas observé, par exemple, un manque de motivation avec la reprise ou est-ce qu'au contraire, ils sont contents? C'est ça. Depuis que la reprise, là, c'est là qu'ils sont contents, tout ça, mais c'est sûr que la motivation, quand c'était fermé, il y en a plusieurs, là, je pense à mes plus vieux, qui avaient vraiment peur que ce soit la fin de leur carrière junior, là. Et donc, depuis 2022, comment tu planifies tes entraînements? Bien, c'est comme je l'ai dit tantôt, les entraînements extérieurs. Sinon, les entraînements qu'on a eus à Ville-Marie depuis 2 semaines, là, c'est sûr que c'est beaucoup sur le cardio, sur la mise en forme. On a travaillé notre système beaucoup avant les fêtes, là, juste en décembre, tout ce qu'on faisait collectivement. Là, c'est sûr que depuis quelques semaines, on travaille beaucoup sur tout ce qui est conditionnement physique parce que je veux pas... même si les gars ils se tiennent en forme, ces choses-là, c'est jamais pareil que comme être sur une patinoire. Puis en plus, il ne faut pas oublier, ici, les gyms étaient fermés au Québec. Ouais. Donc, juste ça, c'est vraiment tout recommencer cette roue-là, là. Est-ce que tes joueurs qui se sont blessés en 2021 sont remis sur pied? La plupart, oui. Il y en a qui sont remis sur pied, mais qui sont en processus de mise en forme vraiment, là. Donc, c'est ça, c'est un des facteurs qu'on avait eu pas mal avant les fêtes, là, beaucoup de blessures, ces choses-là. Puis, on a rarement eu des aliments complets, mais là, ça s'en vient bien, là. Fait que ça l'augure bien pour le printemps. On va se croiser les doigts encore, là. Et est-ce que tu peux me parler de vos nouvelles acquisitions? Oui, bien, une de nos nouvelles acquisitions, c'était le jeune Kevin Saint-Amand de Lassar. Lui, c'est un joueur que j'avais jamais dirigé contre, mais j'ai vu jouer beaucoup au niveau midget, là, donc quand il était avec les 15, 16 et 17 ans. C'est un joueur que ça faisait longtemps que je voulais avoir dans notre équipe. C'est pour ça que je l'avais repêché aussi. Lui, il s'était aligné avec les rangs collégiales. Il jouait collégial. Puis finalement, au fait,
il avait pris la décision, quand on s'était parlé, il avait pris la décision de venir faire son stage junior, de commencer sa carrière junior avec nous. Fait qu'on était super contents de l'acquérir. C'est vraiment un bon kid, c'est un joueur qui travaille fort. C'est un bon joueur de hockey dans les deux sens de la patinoire. Je veux dire, il a une attitude exemplaire aussi, donc c'est vraiment un plus-value pour notre équipe. Sinon, ben, on a le retour de Jérôme Marcoux de Rouyn-Noranda. Jérôme, lui, j'ai dirigé contre en masse à l'époque. Il en a fait en masse des buts contre moi. Fait que là, c'est le fun qu'il vienne en faire sur mon côté. Là. D'accord. Et donc, selon toi, c'est quoi vos points forts actuellement, mais aussi les points à améliorer pour les prochains matchs à venir? Ben, je pense que nos points forts, on a de la profondeur à toutes les positions. Nos gardiens de but sont très bons. Là. Nos deux gardiens de but sont excellents, autant Émile que Jérémy. Notre défensive aussi, là, mes jeunes, là, on parle d'Olivier Boucher, tout ça, mais même s'il est né en 2003, donc il est jeune cette année pour jouer junior, il fait vraiment un bon travail, tout ça. Mes plus vieux aussi, là, je te dirais que c'est ça dernièrement, puis je les avais pointés du doigt un petit peu, où est-ce que je trouvais qu'ils n'en avaient pas donné assez. Mais là, ça semble se placer. Là. Je pense qu'ils savent l'importance des matchs qui s'en viennent, tout ça. Donc, je pense que nos forces et faiblesses, ça vient un petit peu ensemble. Là. Est-ce que tu te considères comme un entraîneur strict avec tes joueurs? Correct, juste. Ça serait la bonne réponse. Ouais. Parce que, tu sais, que tu sois strict ou pas, tout dépendant comment tu considères ça, mais vraiment strict. Pas strict, juste, je dirais. D'accord. Et donc, mardi dernier, vous avez perdu contre les Titans de Témiscamingue. Comment est-ce que tu as trouvé le jeu de ton équipe et qui ont été les étoiles du match, malgré la défaite? Oui, malgré la défaite. C'est sûr qu'on a perdu en tir de barrage, donc rendu là, moi, j'appelle ça le concours là, de tourner la pièce. Là. Ouais. C'est comme tourner un 25 cents en tir de barrage. Donc, tu sais, considère ça plus pour un match nul. Puis je fais la même chose quand on gagne en tir de barrage. Là, je ne sors pas de là, oh ouais, on les a dominés ou autre. Mm-hmm. Mais non, ça a été un bon match offensif. Je pense que les gens qui ont pu le voir à la télé ou qui ont été là en vrai, même s'il y avait une belle tempête, ont eu un beau match offensif. Par contre, c'est sûr qu'il y a des choses là, qu'il faut travailler au niveau de la défensive. Il y a des petites choses. Puis, défensive, je ne parle pas du défenseur nécessairement. C'est vraiment au niveau de l'équipe. Des petites choses à resserrer. Mais en même temps, on a toujours eu un style de jeu offensif. Donc, tu sais, il ne faut pas changer notre nature là-dedans. J'ai toujours aimé avoir du hockey excitant, des défenseurs qui appuient l'attaque, tout ça. Donc, oui, ça rouvre plus d'erreurs, mais en même temps, ça produit plus de buts puis ça donne un bon spectacle. Est-ce que je pense que le public ne peut pas encore revenir en pleine capacité dans les arénas? Pas présentement, mais là, on va avoir le droit à 300 là, justement cette semaine. Mais par la suite, là, ça s'ouvre là, graduellement. Là. Ça augmente au fur et à mesure? Oui, c'est ça. Puis là, je me rappelle pas des chiffres exacts parce que c'est quelque chose qui change là, dans le temps assez rapidement. Là. Mais si on va assez loin en série, là, je pense qu'on va quasiment pouvoir être un peu comme avant là, si tout va bien encore une fois avec la COVID. Là. Et tu penses que c'est un facteur déterminant, le manque de personnes qui est là pour encourager les joueurs? Ah, c'est sûr. T'sais, on est une équipe régionale. 85% de mes joueurs viennent de la région, que ce soit du Témiscamingue ou de l'Abitibi. Ouais. J'ai quelques joueurs de l'extérieur, mais j'en ai pas beaucoup. Fait que c'est sûr que le sentiment d'appartenance pour les Pirates est grand. Puis moi, ça a toujours été un de mes principaux là, critères là, dans ma sélection des joueurs. Je veux des gars qui veulent être dans les Pirates. Pas seulement je joue au hockey, tout ça. Je veux quelqu'un qui défend les couleurs de Ville-Marie là, avec fierté. Est-ce que dans les prochains matchs à venir, il y en a un en particulier que tu redoutes un peu? Tous les matchs sont à redouter. Je pense que c'est la bonne réponse à donner. OK. Merci beaucoup et bonne chance pour ce week-end et les autres matchs à venir. Bien, merci à vous. Merci d'être venu. Le CALAC du Témiscamingue aide les adolescentes et les femmes locales à lutter contre les agressions et l'harcèlement sexuel. L'organisme communautaire a déménagé. On fait donc le point avec la directrice. Bonjour et bienvenue. Est-ce que tu peux te présenter et nous présenter le CALAC? Mais oui, moi c'est Mireille Prieur. Je travaille au CALAX du Témiscamingue. Le CALAX, c'est le Centre d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel. Puis c'est ça, c'est vraiment un centre pour aider les victimes d'agressions à caractère sexuel. Est-ce que tu peux présenter les différents services et depuis combien de temps vous êtes établi ici à Ville-Marie? Oui. Mais d'abord, c'est ça, on est un organisme qui est quand même assez jeune.
On a débuté en 2013, mais l'intervention a commencé en 2018 seulement, parce que on était en recherche de financement pour être capable d'ouvrir à la population. Euh, Maintenant, on est dans des nouveaux locaux depuis janvier de cette année, fait que c'est vraiment tout récent, mais c'est ça. Et ton équipe se compose de combien de personnes présentement? Ça grandit au fur et à mesure? Effectivement, j'ai été 8 ans toute seule dans l'organisme à essayer de la faire monter. Puis là, presque un an et demi, depuis un an et demi, on a été 2, et depuis 6 mois, on est 3. Fait que maintenant, on a un bon roulement. On couvre tout le territoire du Témiscamingue, là. On a vraiment des points de service et à Témiscamingue, et à Notre-Dame-du-Nord, et dans l'Est. Fait qu'on couvre vraiment tout le territoire. Je voulais te voir aujourd'hui pour parler de la condition avec la COVID-19. Est-ce que vos actions se sont multipliées avec la pandémie ou est-ce que vous avez vu une aggravation? OK. La COVID-19, je pourrais pas dire qu'on a eu un impact, tu sais, je pourrais pas dire qu'il y a eu plus d'agressions ou quoi que ce soit. Par contre, ce qu'on sait, c'est que nos demandes ont augmenté. Est-ce que c'est... Je pense qu'il y a aussi le fait que la pandémie a probablement accentué des traumatismes qui étaient déjà présents. Et là, en ayant un service d'aide, ben, les gens ont été portés à venir chercher de l'aide, ce qui est positif. Mais c'est ça, je pense que c'est plus à ce niveau-là là, que ça a bougé, dans le sens que la pandémie a accentué les peurs, les traumatismes. Est-ce qu'avec ton équipe de 3 personnes, vous arrivez à répondre à toutes les demandes d'aide au Témiscamingue? Pour l'instant, oui. Pour l'instant, puis on souhaite maintenir ce rythme-là. Pour l'instant, on répond à toutes les demandes, les besoins. C'est sûr que quand on embarque des périodes comme le printemps, là, où on a à faire la prévention dans les écoles, à faire l'intervention, les concertations aussi, là, qui sont beaucoup pour les luttes, à ce moment-là, nos journées sont très bien remplies, mais en temps normal, là, on répond très bien aux demandes, là. Et de plus en plus, avec une équipe de 3, là, on a encore plus de place. Est-ce que tu peux me parler plus en détail de la prévention dans les écoles que vous allez faire justement au printemps? Comment vous vous organisez? Oui. Bien, la prévention dans les écoles vient beaucoup du fait, ça fait 8 ans là, qu'on fait de la prévention dans les écoles, mais ça s'est accentué parce que présentement, le ministère de l'Éducation a amené un programme en agression sexuelle, en prévention des agressions sexuelles. Ils l'ont amené le programme au niveau scolaire. Fait que nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a soutenu les enseignants là-dedans pour être capable de monter des programmes, puis aller voir les jeunes faire ce bout-là, parce que les enseignants ne sont pas tous à l'aise d'amener ce sujet-là. Puis nous, ben, c'est notre domaine. Fait qu'on va faire la prévention à la première année, 3e année, 5e année, secondaire, 2e secondaire et 3e secondaire. Fait que c'est vraiment ce que le ministère a mis en place. Fait que nous, on est parti de ce que le ministère demande pour monter des ateliers, des animations qu'on va présenter dans les écoles. Tu disais que certains enseignants n'étaient pas toujours à l'aise. Selon toi, qu'est-ce qui fait que c'est un sujet important pourtant et qu'est-ce qui fait que ce malaise est présent? Bien, je pense que de façon générale, dans la population, les agressions sexuelles, c'est un sujet qui met mal à l'aise. Je pense que ça réveille beaucoup de peur aussi. Alors, les enseignants ne sont pas différents de la population générale. Puis, ça reste un sujet qui est tabou, un sujet que les gens voudraient garder caché, je pense beaucoup par peur. Par peur de, plus on en sait, plus on se dit, est-ce que ça peut m'arriver? Ce qui fait que ça peut amener des jugements aussi. Il y a beaucoup de mythes et préjugés par rapport aux agressions sexuelles. Et malheureusement, les mythes et préjugés vont beaucoup dans le sens que on mène la victime coupable, puis l'agresseur s'en sort mieux. Fait qu'il y a beaucoup de choses à déconstruire à ce niveau-là. Fait qu'on essaie aussi, quand on va dans les écoles, surtout au niveau secondaire, de déconstruire ces mythes-là pour avoir une meilleure société à un moment donné, puis espérer peut-être que ça n'existerait plus, puis qu'on n'aurait plus besoin d'avoir un Calax. Est-ce que tu peux m'expliquer la différence entre les interventions individuelles et les interventions en groupe? Comment vous choisissez d'aider une personne individuellement ou dans un groupe?
OK. Bien, prioritairement, les femmes habituellement qui viennent vont d'abord être rencontrées individuellement et on va suivre leur rythme. Donc, si une femme a besoin de plusieurs séances en individuel, on va vraiment suivre son rythme, voir avec elle c'est quoi son besoin. Et c'est sûr, ensuite, il y a des activités de groupe. Ce qu'on aime dans les activités de groupe et pourquoi on peut encourager les femmes à aller vers le groupe, c'est qu'ils apprennent à se soutenir mutuellement. Ils apprennent aussi à voir qu'ils ne sont pas toutes seules. Ils ne sont pas toutes seules dans ce qu'ils vivent, que leur réaction est normale. En entendant d'autres femmes, ça fait OK, ça confirme la normalité, ça confirme les conséquences, l'impact que ça a pu avoir dans leur vie. Puis ça offre un bon soutien entre elles après, là. Et au niveau de la tranche d'âge des femmes que vous accueillez, est-ce que vous accueillez des femmes de tout âge? Nous, on commence à 14 ans. Ça commence tôt. Oui. Pour si tôt. Et est-ce qu'il y a beaucoup de jeunes femmes, d'adolescentes qui viennent? Je vous dirais qu'on a quand même un bon groupe de jeunes filles qui peuvent venir, là. Mais c'est ça, on prend à partir de 14 ans. D'accord. Avant ça, c'est vraiment quelque chose de autre qu'on n'oserait pas offrir là, pour l'instant. Bien sûr. Et c'est bien sûr un sujet qui touche principalement les femmes, mais est-ce que vous avez déjà donné de l'aide à des garçons ou des hommes qui, eux aussi, étaient victimes d'agressions sexuelles? Absolument. Je vous dirais, on priorise, parce que c'est un organisme féministe, ça a été fondé, la base, c'était ça, mais on refusera jamais un homme. Puis, on a plusieurs conditions dans lesquelles c'est impossible de refuser non plus. On va faire de la prévention dans les écoles. Si on réveille quelque chose chez un jeune garçon, on va le prendre, le jeune garçon. Ensuite, si il y a un papa, parce qu'on soutient aussi l'entourage des victimes. Fait que si j'ai un papa qui rentre dans mon bureau, puis au fur et à mesure de la conversation, il me dit que lui-même il a été victime, bien, c'est sûr que je vais m'occuper de cet homme-là. Puis, fait que de façon générale, on ne dira pas non à un homme, mais c'est sûr qu'on va prioriser les femmes. Oui, et tu l'as dit toi-même, c'est un organisme féministe. Est-ce que tu penses que le féministe est très ancré au Témiscamingue? Parce que moi, qui suis arrivée, on m'a dit, tu verras, ici, on défend beaucoup la cause des femmes. Est-ce que selon toi, c'est vrai? Bien, je te dirais que les organismes féministes ici sont quand même solides. Ça date de plus de 30 ans, là. Si je pense le Centre de femmes qui a mis au monde la maison d'hébergement, qui, eux, ont mis au monde le Calax, ça fait quand même 30 ans là, dans la région que les organismes féministes se soutiennent pour... c'est peut-être ça qui donne l'impression que vraiment le mouvement féministe est plus fort. En même temps, je pense que c'est tout un mouvement qui est dans l'égalité. L'égalité, puis tout l'espace où on essaie de croire en une société qui n'aurait pas nécessairement une partie de la population qui aurait un pouvoir sur les autres. Puis, je pense même à un jeune garçon qui pourrait être agressé. Le pourcentage, c'est qu'il serait agressé par un homme. Fait que c'est de déconstruire ça que certaines parties de la population qui est majoritairement masculine sans qu'ils ont un pouvoir sur l'autre partie de la population qui se sent plus vulnérable. Tu me disais donc, quand vous êtes dans les nouveaux locaux depuis le 10 janvier, de quelle manière ces nouveaux locaux vous permettent de travailler plus efficacement? Bien, au départ, je dirais, on était dans un endroit où on avait un seul bureau d'intervention, ce qui fait qu'on était quand même limité dans les interventions qu'on pouvait offrir. Maintenant, nos bureaux permettent plusieurs locaux d'intervention. Il y a aussi le fait qu'on est allé chercher d'autres partenaires qui participent dans le même édifice que nous. On a Prévention Suicide, on a le Centre de développement communautaire. C'est d'autres partenaires qui fait qu'on comment je dirais ça, avec lesquels on s'associe, qui demandent la même confidentialité, qui demandent c'est ça, le même climat de respect. C'est vraiment intéressant aussi là, de pouvoir avoir des points de vue différents puis tout ça. Fait que, on a fait un bon choix, je pense.
Donc la proximité permet une bonne collaboration également. Tout à fait. Tout à fait. Puis aussi, je pense à prévention suicide. Ben, si dans nos bureaux, éventuellement, on a quelqu'un qui est plus fragile puis qui a des idées suicidaires, ben, c'est très facile de le transférer, de faire référence avec l'autre organisme parce qu'on est dans les mêmes locaux. Puis ça maintient la confidentialité. Les gens qui rentrent ici, ben, où est-ce qu'ils s'en vont? Personne ne le sait. Fait que c'est un avantage. Et donc, dis-moi, si une jeune femme ou une fille est en détresse, comment elle fait pour vous contacter? OK. Ben, ils peuvent nous contacter par téléphone au 819-629-4666. Et je sais que chez les adolescents, le téléphone est moins agréable. C'est plus les textos. Mais on a aussi un numéro de téléphone là, pour les textos. C'est le 819-629-5819. Puis, il y a notre site Internet. C'est calaxtemis.ca. Puis, il y aurait par courriel, à ce moment-là, sur le site Internet, tous les courriels sont écrits. Donc, vous invitez toutes les filles qui ont besoin d'aide à vous contacter. Absolument. Puis, de ne pas avoir peur, là, on ne va pas plus vite que la personne. Puis, même les personnes qui viennent ne sont pas nécessairement obligées de venir raconter en détail toute leur histoire. On les prend là où ils sont, puis on essaie de les soutenir du meilleur qu'on peut. Merci beaucoup pour cet entretien. Merci à toi. Merci d'avoir regardé notre émission. On revient chaque semaine avec un nouvel épisode. Je suis Charlotte Waro de TV Témis. À bientôt.